Ok, eh bien, merci à tous d'être là et bienvenue dans cette conférence sur le pouvoir des bonnes pratiques. Donc, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut jouer à la stratégie gagnante dans un contexte qui est plus ou moins mouvementé. Alors, j'ai 55 minutes, j'ai 200 slides, donc ça va un petit peu speeder. Mais du coup, on va commencer par souffler un peu. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a des gens par ici qui jouent un petit peu? Ouais, il y a des gens qui jouent, ouais, il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ne jouent pas, en fait? Il y en a aussi, ok, très bien. Alors moi personnellement, j'ai pas mal joué à des jeux de rôle. Donc un jeu de rôle, c'est un jeu où en fait on va se retrouver entre personnes, donc un jeu de rôle physique je parle, on va se retrouver entre personnes pour incarner des personnages qui évoluent dans un univers fictif. En fait, on va faire de l'exploration, on va essayer de découvrir le monde, on va essayer de résoudre des énigmes, on va faire des rencontres, que ce soit des combats, que ce soit des discussions avec des personnages non joueurs. Tout ça empreint de narration, en fait, on va se raconter des histoires pour essayer de favoriser l'immersion. Parfois, en fait, on va avoir un jeu d'acteurs pour un petit peu favoriser l'immersion et de façon plus intense. Et un jeu de rôle que j'ai beaucoup pratiqué, c'est Pathfinder. Donc, c'est en fait un fork d'un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, où en fait, on a un système de jeu qui est très très codifié autour des combats. Il y a beaucoup de livres, de règles et de références. Dans ce contexte-là, moi, j'ai eu l'occasion d'être narrateur, d'être maître du jeu pour une campagne avec une équipe de 4 joueurs. Donc, c'était hyper chouette. Et j'avais 2 joueurs qui jouaient de façon complètement opposée. J'en avais un qui jouait vraiment l'immersion la plus totale. En fait, il incarnait son personnage, il essayait de comprendre les relations avec les personnages non joueurs, il s'imprégnait de l'histoire, il inventait des choses. Enfin, c'était vraiment, il jouait l'immersion la plus totale dans le jeu. Et j'en avais un autre qui jouait l'optimisation la plus totale. Il s'intéressait pas du tout à l'univers de jeu, mais par contre, il cherchait à optimiser les règles au maximum, il prenait toutes les combinaisons possibles et imaginables pour avoir un personnage qui répondait au mieux à ses attentes, pour limiter l'aléatoire et pour vraiment évoluer comme il voulait dans cet univers-là. C'est des joueurs qui jouaient de façon complètement différente. Dans cette campagne, ils se sont tous les deux extrêmement amusés, avec des approches qui sont complètement différentes. Et du coup, je vous pose la question, est-ce qu'en fait, on est systématiquement obligé de jouer pour gagner? En fait, nos stratégies de jeu, elles sont contextuelles. Elles dépendent de l'objectif qu'on se donne quand on va commencer à jouer, et de ce qui nous amuse, et aussi des personnes avec lesquelles on va jouer. Donc que ce soit pour les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, Pathfinder, ou d'autres jeux de rôle, jeux de plateau, en fait, en fonction des personnes avec lesquelles vous allez jouer, des personnes avec lesquelles vous interagissez, vous n'allez pas forcément vous comporter de la même façon. Donc c'est valable pour les jeux de plateau, mais aussi pour les jeux de cartes. En fait, par exemple, sur le tarot, que vous jouez au tarot à 2, 3, 5 joueurs, que vous jouez pour vous amuser sans compter les points, ou en compétition avec des points, vous n'allez pas forcément aborder les choses de la même façon. C'est aussi le cas en fait pour d'autres jeux, comme par exemple Pokémon. En fait, si vous cherchez à attraper tous les Pokémon, ou si vous cherchez à affronter le boss final de la ligue, vous n'allez pas forcément adopter la même équipe. C'est pareil, si vous jouez contre d'autres joueurs, vous n'allez pas forcément adopter les mêmes stratégies de jeu. On a aussi ça dans le sport, comme le football, le rugby. En fait, on a les équipes qui vont faire de la préparation vidéo. Ils vont regarder leurs adversaires, ils vont essayer de comprendre leur stratégie, adapter les leurs, mettre des joueurs à des postes clés. Donc il y a vraiment tout ça, toute cette émulation en fait, qui est faite autour du jeu. Et on le voit aussi dans l'e-sport, donc avec des jeux comme StarCraft 2 ou League of Legends, où vraiment en fait, on a toute cette préparation de cette stratégie, cette réflexion autour de la stratégie de l'adversaire qu'on fait avant en fait, de jouer. On a un jeu avant le jeu, et donc ça c'est ce qu'on appelle du metagaming, ça fait vraiment partie de l'activité. Donc le metagaming, c'est l'utilisation d'informations et de connaissances qui sont externes au jeu pour influencer les décisions qui sont prises dans le jeu. Donc ça permet d'analyser et d'anticiper les stratégies les uns des autres. C'est une forme de jeu dans le jeu. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, il y a un parallèle qu'on peut faire avec notre métier sur les pratiques et les métapratiques. Donc une métapratique, c'est une pratique qui va porter sur d'autres pratiques. On prend un pas de recul et en fait, on va analyser, réfléchir, organiser les façons qu'on a de travailler, les façons qu'on a de pratiquer. Mais avant de parler en fait de métapratique, c'est quoi une pratique? Une pratique, est-ce que c'est quelque chose qui est commode et qui nous simplifie la vie? Est-ce que c'est un entraînement qui est concret? Est-ce que c'est une procédure qu'on maîtrise dans notre quotidien? Ou est-ce que c'est l'application d'une théorie? Alors en fait, quand je me suis posé ces questions, je suis allé voir dans le dictionnaire, parce que la première chose qu'on commence, c'est de comprendre les mots. Et en fait, le mot pratique, il est assez... il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière. C'est un terme qui est assez ambigu. Donc quand on va regarder sur la définition du Larousse, en fait, déjà, c'est un nom féminin, où ça peut être l'application et la mise en œuvre de règles, de principes, derrière une science ou une théorie. Ça peut aussi être l'exercice d'un métier, par exemple la pratique de la médecine. En fait, on a un métier qui demande beaucoup de compétences et on le qualifie avec la pratique de la médecine. C'est une définition qui va moins m'intéresser pour la suite. On a tout ce qui va être connaissance acquise par l'expérience et par l'action concrète. Donc, par exemple, pour les marins ou pour les personnes qui naviguent beaucoup, on parle de j'ai la pratique de la mer. J'ai la pratique des contextes agiles. J'ai l'habitude en fait d'évoluer dans des contextes, dans ce genre de contexte. C'est pareil, c'est une définition qui va un petit peu moins m'intéresser pour la suite.
Et la troisième définition qu'on trouve autour du nom pratique, c'est on a une façon d'agir, une conduite qui est habituelle. En fait, on a l'habitude de travailler comme ça en groupe. Donc, voilà, on a des traditions, on a des habitudes à travailler ensemble. Et c'est aussi en fait un terme qu'on peut utiliser, la pratique. Et la pratique d'une religion, en fait, on a l'habitude de respecter des principes d'une religion, des préceptes, des rituels autour d'une religion. Mais la pratique, c'est pas uniquement un nom féminin, c'est aussi un adjectif. Et l'adjectif aussi, il y a des choses à dire dessus. Du coup, ça qualifie des choses qui sont vraiment relatives à l'application d'une discipline, à l'action concrète. Ça peut être quelque chose qui qualifie le sens des réalités, donc qui se tire du mieux des problèmes concrets de l'existence. Donc on va parler par exemple de quelque chose qui est matérialiste, qui est terre-à-terre, qui est utilitaire. C'est un petit peu moins intéressé pour la suite. On va parler aussi de quelque chose qui est pratique quand ça correspond vraiment à l'usage qu'on en fait. Donc c'est quelque chose qui est commode, qui est maniable. Donc ça m'intéressait, je vais le garder. Et en fait, quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui offre vraiment de la facilité dans l'action qu'on est en train de faire. Par exemple, moi je me suis garé au parking à côté, et c'est assez pratique. Voilà, mais ça c'est aussi quelque chose qui est un petit peu moins intéressé pour la suite. Il y a un verbe, donc le verbe, en fait, il y a plein de choses derrière. Donc, en fait, je vais redire à peu près tout ce que j'ai dit avant, donc je vais aller assez vite dessus. C'est mettre en pratique un principe, expérimenter, observer une religion, recourir à une méthode, l'appliquer dans des termes concrets, vendre quelque chose, se livrer à une activité, donc pratiquer un sport, exercer un métier comme la médecine, parler une langue, faire une ouverture, un passage, réaliser une opération, être un acteur attentif. Enfin, voilà. Et le terme pratiquer, en fait, on peut l'utiliser un petit peu à toutes les sauces. Et, moi, il n'y en a que 4 qui m'ont intéressé. C'est mettre en pratique, observer les prescriptions, appliquer des faits concrets et se livrer concrètement à une activité. Mais dans notre métier, en fait, on a tendance aussi à utiliser des mots qui ne viennent pas en fait, de notre langue maternelle, donc dans l'anglais. Donc pour aller vraiment jusqu'au tour, je suis allé regarder un petit peu ce qu'ils faisaient en anglais. Et donc de la même façon, on retrouve quand même des choses similaires. Donc on a plutôt une action, une pratique, c'est une action plutôt qu'une idée sur le nom. On a quelque chose qu'on fait de façon régulière parce que c'est une habitude ou une coutume. On a quelque chose qu'on va faire de façon régulière parce qu'on a envie de progresser dans cette activité. On retrouve en fait tout ce qui va être lié à un métier comme la médecine. Et enfin, on a, ça j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je n'ai pas vu cette définition-là dans le dictionnaire français, mais dans le Business Dictionary, en fait, une pratique, practice, c'est la manière de faire les choses dans une entreprise, dans un secteur d'activité, etc. Donc je trouve que cette définition est assez intéressante parce qu'elle regroupe en fait des choses qu'on a vues un petit peu dessus. Et on a aussi un verbe, donc j'ai mis l'orthographe anglaise parce que l'orthographe américaine, il y a un C à la place. Donc, et c'est pareil, en fait, on retrouve les mêmes choses. Faire quelque chose de façon régulière pour devenir compétent dessus, travailler dans un domaine d'extrême compétence et faire quelque chose de façon régulière comme une coutume, etc. Donc tout ça, en fait, j'ai essayé de synthétiser tout ce que j'ai vu dans le dictionnaire pour vous proposer cette définition que je vais essayer sur laquelle je vais m'appuyer par la suite. Une pratique, c'est une ou plusieurs actions concrètes qu'on effectue dans un contexte immédiat et culturel. En fait, une pratique, c'est un comportement humain. On va faire des choses, on va voir qu'on fait quelque chose, mais il faut vraiment prendre en compte le contexte immédiat. Donc, c'est quoi notre environnement dans lequel on travaille? C'est quoi le contexte culturel dans lequel on le fait? Parce qu'en fait, quand on parle de pratique, quand on parle d'action et de comportement, il faut qu'il réponde à certaines attentes sociales. Il y a des conditions dans lesquelles ce comportement il est toléré, et il y a des conditions aussi dans lesquelles ce comportement il est toléré qu'on ne le prenne pas. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre que dans une pratique, il y a toute une partie d'action concrète, de comportement, mais il y a aussi toute une dimension d'acceptation sociale. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour décrire, qualifier une pratique? C'est quoi vraiment l'anatomie d'une pratique? Déjà, en fait, quand on parle de pratique et que je vous montre ça, comment est-ce qu'on peut faire pour décrire la pratique? Ou alors ça. Moi, je suis bien incapable, en fait, vraiment de dire... c'est quoi la pratique? En fait, là, je vois une personne qui a les mains qui sont en train de manipuler de la terre pour construire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un bol, un vase. Mais en fait, une pratique, on peut vraiment la décrire par l'observation. Avec l'image, qu'est-ce que je veux vous dire dessus que ce que vous voyez? Et du coup, une pratique, en fait, si on essaie de la décortiquer un petit peu, la première chose qu'on peut avoir, c'est le titre ou son nom. Il y a un nom usuel, parfois c'est le nom de l'action. Donc, je vous avais parlé du contexte. Donc, il y a l'environnement, il y a les prérequis, donc il y a tout le contexte social. Il y a tout ce qui va être procédure. Donc, en fait, on va essayer de décrire vraiment l'action, ou on va essayer de donner des instructions pour que l'action, il y a quelqu'un qui puisse la reproduire. Et souvent, en fait, elle va être accompagnée d'exemples. Donc, ça va être des schémas, des extraits de code, des anecdotes, des démonstrations. On va essayer de faire ensemble. Et donc, tout ça, en fait, ça permet de construire un petit peu, de structurer une pratique dans les pratiques que vous allez faire assez régulièrement. On va essayer de prendre un exemple.
Un exemple que j'espère qu'il va parler à pas mal de gens. Donc, je vais vous parler de Test Driven Development. Donc, c'est une pratique qui a été formalisée par Ken Beck. Test Driven Development, le contexte d'émergence de cette pratique, en fait, il faut qu'on soit en capacité d'écrire et de coder des tests. Ensuite, on a une procédure. Donc la procédure, elle est en 3 étapes. On a le RAID, où on va écrire un petit test qui ne fonctionne pas, peut-être même que ça ne compile pas au début. Ensuite, on va passer à une étape verte, où on va essayer de faire fonctionner le test rapidement, et parfois on va prendre des raccourcis pour aller plus vite au vert. Et ensuite, on va avoir une étape de refactoring, où en fait on va éliminer les doublons, on va essayer d'améliorer notre code pour qu'il soit satisfaisant. Donc en fait, après, on a des exemples. Donc, par exemple, ce schéma, c'est un exemple de description du processus. Je peux vous faire une démo, mais en fait, ce n'est pas le moment parce que je ne suis pas en train de faire une conférence sur le TDD. Et du coup, comme ça, déjà, on peut commencer à discuter d'une chose qui représente en fait un ensemble d'actions. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de la dimension sociale. Là, je vais juste faire un petit aparté parce que qui est-ce que je suis pour vous parler TDD? Donc moi, je m'appelle Fabien, donc moi, je travaille sur le code. Donc mon métier, en fait, c'est d'essayer de comprendre les gens qui ont des besoins, de structurer ça de façon à ce qu'il y ait une machine qui puisse comprendre ce que les gens ont besoin. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de fluidifier la communication entre les personnes autour de ça. Je suis une personne qui est plutôt privilégiée. Je sais pas, c'est pas forcément confortable d'en parler, mais je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Donc c'est la roue des privilégiés et des pouvoirs. Donc en gros, plus vous êtes au centre, plus vous êtes dans une situation privilégiée. C'est assez important pour la suite et d'avoir connaissance en fait de où est-ce qu'on se situe par rapport à cette roue quand on parle de ce genre de choses. Donc moi, je suis un homme blanc, cis hétéro, j'ai un diplôme d'ingénieur et je suis plutôt valide. Donc je tendance à dire que je suis plutôt privilégié, donc plutôt au centre de la roue. Et du coup, comme ce qu'on fait toujours, je vais la mettre en arrière-plan parce que maintenant qu'on a parlé de privilèges, on préfère les oublier et les mettre derrière nous. Moi, j'ai la chance, je travaille chez Shodo, donc c'est une ESN, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la mise en relation des compétences des gens qui travaillent avec les pratiques orientées craft et les personnes qui ont besoin de construire de logiciels. Et du coup, notre spécificité, c'est aussi de changer les règles du marché en redonnant du sens aux salariats par la transparence et la redistribution de richesses. Et j'ai aussi eu la chance de participer à l'écriture d'un livre, donc Softwarecraft, qui a été paru en 2021, et avec une deuxième édition là, qui est parue le 11 juin 2025. Et du coup, tout ça, avec tout ce que je vous dis là, du haut de toute ma suffisance et de tout mon privilège, moi je peux vous affirmer un truc, c'est qu'en fait les bonnes pratiques, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sans contexte. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait une pratique c'est vraiment une ou plusieurs actions concrètes qui sont effectuées dans un contexte qui est immédiat et qui est culturel. Et du coup, maintenant qu'on a dit ça, que les bonnes pratiques n'existent pas, en fait c'est une raison de plus pour vraiment faire attention et être critique sur comment vous faites les choses et pourquoi est-ce que vous les faites. Aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup d'agilité, de craft, de DevOps. En fait, c'est un set de pratiques qu'on va chercher à appliquer dans un contexte ou dans un autre. Et parfois, on va les appliquer sans se poser la question du contexte dans lequel on les applique. Et parfois, en fait, on va essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le contexte. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de bonne pratique? Comment est-ce qu'on fait pour décider ce qui est une bonne pratique et ce qui n'est pas une bonne pratique? C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise pratique? La mauvaise pratique, c'est celle qu'on connaît, qu'on applique et elle nous permet de faire ce qu'on veut. Mais la bonne pratique, c'est celle qu'on connaît, qu'on applique, et elle nous permet de faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas la même chose, parce que c'est une bonne pratique. Voilà, je cite les inconnus. Du coup, une bonne pratique, c'est vraiment celle qui répond aux attentes sociales de notre contexte. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour parler de bonne pratique? Qui est-ce qui va décider que c'est une bonne ou une mauvaise pratique? Du coup, pour ça, en fait, moi, ce que je vais vous proposer, c'est on va repartir de ce schéma de la structure de tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de place parce que je vais rajouter des choses. Et en fait, on va déjà dire que dans le contexte, il nous manque quelque chose, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif de la pratique? Pourquoi est-ce qu'on est en train de la travailler? C'est une question en fait qu'on va essayer de se poser et qu'on va essayer un petit peu à un moment ou à un autre de structurer pour avoir une pratique cohérente. Et du coup, donc, derrière cet objectif, on va essayer d'avoir des justifications, on va essayer de trouver des risques, des bénéfices, des risques, on va essayer d'avoir des métriques pour voir si on arrive à cet objectif sur la pratique. On va essayer aussi de proposer des options. Et en fait, tout ça, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais en fait, c'est un petit peu la structure qu'on peut avoir sur les ADR, sur les architectures de décision record. Donc, un architecture de décision record, c'est un fichier avec une structure un petit peu comme ce que je vous ai présenté, qui permet de tracer des décisions structurelles du code d'une application. En fait, sur les pratiques, on peut utiliser un pattern qui est vraiment très très proche, enfin le même pattern pour tracer vraiment comment est-ce que vous voulez que les choses soient faites. Et du coup, en plus de toute cette structure, moi, ce que je vous propose, c'est d'ajouter des statuts, un statut sur la pratique, avec son niveau d'adoption, son exigence, un scope d'application, l'impact qu'elle a, et un niveau d'obsolescence, parce que, en fait, une pratique, c'est un cycle de vie.
Le niveau d'adoption, donc ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans un contexte dans lequel j'ai travaillé. En fait, on avait décidé de réfléchir ensemble à est-ce qu'on voulait faire ou non les choses de cette façon-là. Et donc on a déterminé 4 niveaux d'adoption. Donc le premier, c'est le niveau adopté. Donc on considère que la pratique, elle est fondamentale et qu'il faut systématiquement l'appliquer. Donc ça, on était entre nous pour décider de ce genre de choses. Et du coup, on avait ce premier niveau où on s'était dit, bah voilà, ça, il faut forcément le faire. Le deuxième niveau, c'est on avait considéré que une pratique, on pouvait chercher à l'essayer. Donc c'est une pratique essentielle qu'on demande de chercher à appliquer. Mais en fait, s'il y a des raisons ou s'il y a une complexité pour laquelle on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, eh ben, en équipe, on tolérait de ne pas aller jusqu'au bout. Ensuite, il y avait la notion d'évaluer. Donc c'est des pratiques qui sont prometteuses sur le papier, pour lesquelles on a de l'intérêt, qu'on voudrait essayer de mettre en place. Mais en fait, avant d'aller jusqu'au bout, on veut peser le pour et le contre avant de se lancer. Donc dans le contexte dans lequel j'étais, par exemple, on avait la mise en place d'architecture hexagonale sur le microservice qui était à ce niveau-là. En fait, c'est une pratique qui était prometteuse, qui avait il y avait des choses qui étaient assez intéressantes dans notre contexte, mais les personnes avec lesquelles on travaillait, elles n'étaient pas forcément prêtes en fait à franchir le pas. Et enfin, il y a tout ce qui va être pratique qu'on veut suspendre. Donc c'est les pratiques qui sont à éviter. Donc ça peut être les pratiques anciennes qui se sont avérées peu satisfaisantes. On a essayé pendant un temps, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, et du coup, on trace que la pratique elle existait, mais on considère qu'il ne faut plus la faire. Et du coup, en plus de ces 4 statuts, on en a 2 autres. On a le statut d'une pratique qu'il faut présenter, parce qu'en fait, il y a des choses qui arrivent, il y a des pratiques qu'on ne connaît pas, et du coup, qu'il faut présenter à l'équipe. Et ensuite, il y a des pratiques qu'il faut clarifier, c'est-à-dire c'est des pratiques sur lesquelles on n'a pas encore statué le niveau d'adoption, ou il y a des questions sur lesquelles qu'on n'a pas encore tranché. Donc ça c'est quelque chose qu'en fait on a expérimenté sans réfléchir plus que ça, parce que ça répondait à notre besoin. Mais en fait, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment sont définis les standards Internet, les spécifications et les normes. En fait, il y a tout un procédure autour des Internet standards avec un document qui s'appelle un RFC, donc un Request for Comment, où en fait on a des personnes qui proposent ils proposent des solutions de normalisation, et du coup il y a tout un processus où on va normaliser ou pas le document, on va le retravailler, et en fait il passe de proposition de normalisation à standard Internet. Donc en fait tout ça, il y a une Engineering Task Force qui travaille dessus, et ils font des choses qui sont assez intéressantes, qui sont accessibles par tout le monde. Et du coup, dans cette RFC 21.19, donc qui s'appelle aussi un BPC, j'aime beaucoup ce terme BPC pour Best Current Practice. En fait, ils ont introduit toute la notion de mots-clés qui permettent de décrire en fait des niveaux d'exigence sur les spécifications sur la RFC. En fait, ces niveaux d'exigence, moi, je les trouve assez intéressants parce qu'en fait, on peut les décliner sur les pratiques. Donc, en fait, on a le mot-clé must pour décrire une exigence absolue. On est obligé de respecter la pratique qu'on qualifie comme must. Ensuite, quelque chose qui est un petit peu moins fort, c'est le should. C'est une pratique qu'on peut ignorer dans un contexte particulier. On a des raisons valables et des circonstances qui nous permettent d'ignorer la pratique. Mais du coup, il faut comprendre les implications. Pourquoi est-ce qu'on ignore cette pratique à un instant T? Ensuite, on a le may. Donc, c'est une pratique qui est complètement optionnelle. En fait, on peut choisir de faire ou de ne pas le faire en fonction de nos préférences personnelles. Mais le may, il ajoute une contrainte à l'organisation. Il faut que l'organisation soit prête à travailler avec les gens qui adoptent la pratique et les gens qui n'adoptent pas la pratique. Donc ça rajoute pas mal de contraintes. Ensuite, on a le should not, donc c'est une pratique qui est acceptable dans un contexte particulier. Il y a des circonstances particulières dans lesquelles on accepte de suivre la pratique, mais en fait, il faut quand même comprendre les implications de ce qu'on fait. Et ensuite, il y a le must not, c'est-à-dire c'est l'interdiction absolue de travailler comme ça. On ne doit pas suivre la pratique. Et du coup, donc, j'ai eu l'idée d'avoir ces mots-clés en fait, à partir de ce repository GitHub, donc dans les Scala Best Practices d'Alexandru. En fait, il a déjà commencé à tracer quelques mots-clés. Et du coup, il dit qu'il s'appuie sur les RFC. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que ça s'applique sur du code Scala. Enfin, une pratique, il y a un cycle de vie. Donc, dans les Internet standards, en fait, il y a quelques mots-clés pour décrire le cycle de vie des RFC, et c'est aussi utile pour les pratiques. Donc, on a les mots-clés updates et updated by, donc pour actualise et actualiser par. Donc, par exemple, quand on a une pratique ou quand on a quelque chose que l'on cherche à compléter, on va créer un deuxième document. Et en fait, on va référencer le document ensemble pour dire, tiens, ce document, il vient compléter la pratique existante, il vient compléter la spécification existante. Et inversement, on a le lien inverse avec cette pratique, elle est actualisée par l'autre document. Et donc c'est pareil, en fait, on a le obsolete et le obsoleted by, où on va remplacer une pratique par une autre, où on va faire en sorte que la pratique elle soit remplacée par une autre.
Et du coup, maintenant, je vais vous parler de l'impact des pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact des pratiques? Ça, c'est vous, le petit point orange là tout en bas. En fait, souvent, on va commencer par une pratique personnelle. Donc, c'est une pratique que vous espérez, dont vous espérez tirer une certaine satisfaction. Ça peut être, par exemple, de la journalisation. Ça peut être faire du TDD tout seul. Vous êtes tout seul dans votre coin et vous espérez en fait en retirer une satisfaction. Mais par exemple, le TDD, vous n'êtes pas vraiment tout seul parce que les impacts de votre code, en fait, ils rayonnent de façon locale. Et donc là, on va parler de pratiques locales émergentes. Donc ici, on va parler de tout ce qui est convention d'équipe. Donc on peut avoir des outils spécifiques à l'équipe, on a des méthodes de travail particulières, donc ça peut être du pair ou du mob programming. Donc c'est un impact qui est limité au scope de l'équipe. Mais aussi dans ce scope local, on peut avoir tout ce qui est pratique d'excellence. Donc par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser des outils un petit peu spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut optimiser de façon locale dans nos process ou dans notre logiciel? Est-ce qu'on peut utiliser de façon locale des outils expérimentaux, par exemple l'IA générative? Donc tout ça, en fait, c'est des pratiques qui ont un scope qui est plutôt local par rapport à l'équipe. Et ce scope, après, il peut être un petit peu plus grand. On peut avoir tout ce qui est au niveau sectoriel. Donc, ce que j'appelle sectoriel, c'est ce qui va être les conventions internes d'une entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des standards de code? Est-ce qu'il y a des rituels entre les équipes de façon sectorielle? Est-ce qu'on a des processus de déploiement communs? Comment est-ce qu'on fait en fait, pour avoir de la cohérence au niveau d'un service d'une entreprise? Est-ce qu'il y a des standards dans l'industrie? Donc, dans les standards dans l'industrie, on peut avoir les pratiques agiles, les pratiques craft. Enfin, c'est quoi les pratiques, les standards dans l'industrie? Sur un niveau un petit peu plus élevé, on va avoir tout ce qui va être stratégique dans une entreprise. Qu'est-ce qui est critique et essentiel pour une entreprise? On peut avoir du coup tout ce qui va être les stratégies cloud first, les approches DevOps, ça fait partie des stratégies. Mais aussi, on a des normes qu'on peut choisir volontairement pour une entreprise, parce qu'en fait, ça va être un avantage concurrentiel. Donc, par exemple, les normes ITIL, les normes ISO 9001, où en fait, on va faire de la gestion de la qualité. Tout ça, en fait, c'est des normes qu'on va choisir pour se démarquer de nos concurrents et faire en sorte que notre logiciel il soit acheté par d'autres personnes. Et au-delà de ça, on a quelque chose qui a encore plus d'impact, c'est tout ce qui va être obligation réglementaire. Donc, par exemple, les lois, les conventions collectives. Donc, on a le code du travail, par exemple, qui va nous forcer à travailler d'une certaine façon. Par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler 48 heures d'affilée, c'est interdit par le code du travail. Vous êtes obligé de respecter certaines périodes de repos entre deux périodes de travail. Donc, tout ça, en fait, c'est des lois qui vont un petit peu conditionner les façons qu'on va avoir de travailler. La RGPD, ça fait partie des lois aussi. C'est des choses en fait qui ont. Je connais pas l'histoire de la RGPD, mais elle a dû commencer un moment à un niveau local, et petit à petit, elle a grandi avec son impact, et maintenant, c'est une loi. Et dans ce niveau obligatoire, on a tout ce qui va être normes, des normes obligatoires qui peuvent être imposées de façon contractuelle. Donc, je pense par exemple à la norme ISO 27001, où en fait on va avoir des contraintes sur la gestion de notre sécurité informatique. Et aussi, on a des normes dans le secteur bancaire que je ne connais pas, mais il y a des normes qui existent pour nous forcer par contrat à respecter une certaine façon de travailler, une certaine façon de sécuriser nos données. Ce qui est intéressant, en fait, quand on parle un petit peu de ce niveau d'impact, c'est qu'on parle de pratiques locales, on parle de pratiques personnelles, mais quand on commence en fait, à toucher à l'impact sectoriel, stratégique ou obligatoire, on ne parle plus de pratiques, on parle de process ou de méthode. On commence en fait par invisibiliser l'humain. Et du coup, moi je vous rappelle, une pratique, ce n'est pas uniquement une procédure, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans un contexte social. Et du coup, c'est pour ça, moi, j'aimerais bien que le terme bonne pratique, on fasse attention à l'utiliser, parce que une bonne pratique, il y a un sous-entendu derrière. Il y a le sous-entendu, comme quoi il y a vraiment une acceptation sociale. Alors que quand on parle de pratique usuelle ou de pratique utile, en fait, tout de suite, on va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est utile? C'est usuel, mais pourquoi est-ce que vous faites comme ça? C'est beaucoup plus explicite de se dire qu'on est en train de travailler selon des règles, selon des choses qui ont été choisies par un ensemble de personnes. Et du coup, ce choix de bonnes pratiques, ce choix de pratiques qu'on a envie sur lesquelles on a envie de travailler ensemble, le pourquoi est-ce qu'on a travaillé, pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler comme ça, c'est un petit peu, en fait, on va questionner le sens de la pratique, le pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on détermine les attentes sociales et les conditions où on tolère de ne pas travailler en respectant un certain nombre de pratiques. La première chose qu'on se pose, c'est le pourquoi. Enfin, je le pose depuis tout à l'heure, cette question. Pourquoi est-ce que vous travaillez comme vous le faites, en fait? Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous travaillez comme vous le faites, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cargo culte? Cargo culte, c'est un truc qui a été formalisé par Richard Feynman à la keynote d'ouverture de la Caltech en 1974. En fait, il prend l'exemple des peuplades autochtones du Pacifique Sud lors de la Seconde Guerre, où en fait, ils avaient pris
ils s'appuyaient sur le ravitaillement des avions américains et ils ont décidé d'imiter la technique et la culture occidentale en reconstruisant eux-mêmes des avions en bois pour espérer avoir les mêmes effets. Ils espéraient en fait, en reproduisant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, avoir en fait les mêmes retombées. Et du coup, si vous travaillez sans savoir ce que vous êtes probablement en train de faire du chaos occulte. Donc la question que je vais vous reposer, c'est pourquoi est-ce que vous faites du TDD? En fait, c'est une vraie question. Il y a quelques options à vous proposer. Est-ce que vous faites TDD parce que seuls les vrais développeurs font du TDD? Est-ce que vous faites du TDD parce que c'est une routine qui est rassurante, c'est une habitude que vous avez prise et que vous ne savez pas faire autrement? Est-ce que vous faites du TDD parce que vous voulez avoir une application testée? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi vous le faites? Ou est-ce que vous faites des TDD pour écrire du code propre? Mais pourquoi est-ce qu'on fait du code propre? Pourquoi est-ce qu'on veut faire du clean code? Je vous rappelle quand même que le clean code, ça a été formalisé par une personne qui a défini son idéal de professionnalisme en travaillant 40 heures par semaine, en faisant sa veille et sa formation sur son temps pro, et qui considère que l'orienté objet, c'est la seule manière de coder. En tout cas, quand il avait formalisé ça, c'était son leitmotiv. Du coup, cette personne, donc c'est Robert C. Martin, en fait, il est sexiste et suprémaciste, et du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on veut vraiment suivre ces idées, pourquoi est-ce qu'on accepte de travailler de la façon dont il nous l'a proposé. Et moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce que ce code, c'est du clean code ou pas? En fait, ce code, il respecte ce qu'on appelle la notation hongroise. C'est-à-dire que chacune des variables, elle est préfixée par un acronyme qui correspond à son type. Donc, à la première ligne, là, on a AR Current Grid. Donc, en fait, on a un arrêt, on a un tableau en fait, qui représente une grille dans le jeu de la vie pour la mettre à jour à chaque génération. Et du coup, chacune des variables là, de cette fonction, elle est préfixée par un petit acronyme qui correspond à son type. Donc, cette pratique, moi aujourd'hui je ne l'utilise pas, mais dans un contexte dans lequel vous avez un langage de programmation non typé, ça peut être important d'avoir de l'information supplémentaire, contextuelle, pour que votre code soit compréhensible par les personnes qui passent derrière vous. Donc c'est pour ça que le clean code, moi j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est contextuel. Ça va un petit peu dépendre de comment est-ce que vous décidez de travailler ensemble. En fait, entre deux équipes qui ont les mêmes technos et les mêmes façons de travailler, vous allez peut-être avoir des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, si on prend le même Game of Life avec un objet, en fait, on va avoir du code qui va ressembler à ça. Mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'objet alors qu'on peut faire du fonctionnel? En fait, c'est vraiment une question après de l'appétence, de compétences des personnes. Et du coup, j'ai envie de dire que le clean code, ce n'est pas uniquement contextuel, mais c'est vraiment quelque chose de sociétal, comme la plupart des pratiques. C'est vraiment, on va discuter entre plusieurs personnes pour savoir comment est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, comment est-ce qu'on considère que le code est compréhensible par toute l'équipe. En fait, j'ai déjà entendu, notamment sur des règles autour du early return ou d'avoir un seul return par fonction, des personnes qui me disaient, en fait, on va avoir qu'un seul return par fonction parce qu'en fait, c'est du bon sens. En fait, le clean code, c'est du bon sens. En fait, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, ouais, mais en fait, le bon sens, c'est la chose du monde qui est la mieux partagée. Donc ça, c'est Descartes qui nous dit ça. Il nous dit ça au début du discours de la méthode. En fait, quand il nous dit ça, Descartes, il faut bien comprendre que c'est quelque chose c'est de la provocation, parce qu'en fait, il ne le pense pas du tout, et c'est de l'ironie. En fait, ce que dit Descartes par rapport au bon sens, c'est que c'est pas l'opinion commune, enfin, c'est pas parce qu'on voit quelque chose qui nous paraît évident que ça l'est pour tout le monde. Et le bon sens, en fait, pour Descartes, c'est la facilité à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, sur le plan moral. C'est réussir à prendre le recul de comprendre ce qu'on est en train de faire. Du coup, aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit critique, qui nous permet peut-être de mieux comprendre le bon sens. Donc, je ne sais pas, d'ailleurs, en parlant d'esprit critique, si vous connaissez cette chaîne YouTube, mais ils ont fait une vidéo sur le bon sens que je vous trouve vraiment je vous conseille vraiment de la regarder. Ça dure 2 minutes, et c'est 2 minutes qui sont bien investies. Et dans cette vidéo de 2 minutes, ils disent un truc qui est très très chouette, c'est la politique, c'est un rapport de force entre des personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et du coup, quand on parle de bon sens ou de politique, il faut se dire, c'est du bon sens, mais ça profite à qui? Pourquoi est-ce qu'en fait, on est en train d'avoir cette discussion? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? C'est quoi l'objectif d'aboutir à ça? Et dès qu'on va commencer à parler de rapport de force, en fait, on va parler de pouvoir et de structure de pouvoir. Et donc là, je vais vous référencer une autre conférence. Donc c'est une conférence de Andrew Armello sur les structures de pouvoir et leur impact sur les logiciels. Je vous conseille vraiment parce que ça... Il propose des choses assez intéressantes, des lectures assez intéressantes de nos métiers, notamment 3 structures de pouvoir. Il nous dit qu'il y a une structure de pouvoir où en fait, on va avoir du contrôle de sanctions, du contrôle de la punition. En fait, qui est-ce qui va décider des sanctions formelles? Qui est-ce qui va décider des embauches, des licenciements, des promotions, des évaluations? On a tout un volet sur le management. Mais on a aussi tout un volet sur les sanctions informelles. Quand vous êtes en train de travailler sur des pull requests en asynchrone, vous mettez combien de temps à lire une pull request d'une personne ou d'une autre?
Est-ce que vous allez faire le même commentaire à une personne ou est-ce que vous allez faire, entre deux personnes, est-ce que vous allez faire les mêmes commentaires ou pas? En fait, il y a tout un mécanisme où vous allez punir sans le savoir des personnes par votre comportement. Et donc ça, en fait, c'est important de le savoir. On a aussi tout un mécanisme où en fait, on va essayer de contrôler l'information. Il n'y a pas besoin d'être un manager pour avoir du pouvoir. En fait, on a des personnes qui détiennent une connaissance historique dans l'entreprise et il y en a qui ne veulent pas partager. Et du coup, quand on a envie de faire quelque chose, on est obligé de passer par eux. Et du coup, le fait d'avoir une distribution inégale de la connaissance technique ou de la connaissance fonctionnelle, ça fait qu'il y a des personnes qui peuvent bloquer des projets, qui peuvent faire en sorte que les projets n'avancent pas, parce qu'ils n'ont pas envie. Et parce qu'ils deviennent indispensables sur ce plan-là. Et la troisième structure de pouvoir qui est décrite dans cette conférence, c'est tout ce qui va être charisme individuel. En fait, il y a des personnes qui ont une certaine influence ou qui ont un certain bagou et ça leur permet d'échapper aux règles. Donc en fait, on a un pouvoir qui est vraiment basé sur la personnalité. Il prend l'exemple de Linus Torvalds. Il y a des gens qui n'osent pas modifier le code de Linus Torvalds dans le kernel de Linux. Parce qu'en fait, il y a une personne qui a écrit du code et on considère que on ne va pas toucher à son code. Ou on a une personne qui dit quelque chose et on va considérer que cette personne, elle a forcément raison. Et je vais revenir un petit peu après dessus. Et du coup, pour contrer ces structures de pouvoir, il propose 3 libertés essentielles. Donc la liberté de se réorganiser. Donc en fait, si à un moment vous voyez qu'il y a une structure de pouvoir qui commence à prendre de l'importance, essayez de vous réorganiser pour limiter les risques, pour choisissez comment est-ce que vous interagissez avec les autres personnes. Essayez de suggérer des changements dans les rôles des équipes. Essayez de refactorer le code collectivement. Donc ça, c'est une liberté que vous pouvez faire justement pour essayer de faire en sorte que le pouvoir ne soit pas un frein par rapport à l'envie de faire les choses bien. Il y a une deuxième liberté, c'est la liberté de mouvement. Pour essayer de contrer les structures de pouvoir, il faut savoir si on est libre ou non de quitter, de changer d'équipe. Est-ce qu'on a un engagement qui est collectif à la transparence? Est-ce qu'on est capable en fait, de bouger comme on veut? Est-ce qu'on a la liberté de se déplacer et d'acquérir de la connaissance auprès de tout le monde? Et enfin, la dernière des 3 libertés qu'il propose, c'est la liberté de désobéir. Donc la liberté de désobéir, c'est pas faire l'anarchie, c'est pas faire ce qu'on veut. C'est réussir en fait à prendre la parole, à contredire le consensus général, à aller à l'encontre du bien commun, du bon sens commun, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc l'idée, c'est pas de prendre ces libertés, de vous les emparer, mais c'est d'avoir des guidelines qui vous disent, si je ne suis pas en mesure de me réorganiser, si je ne suis pas en mesure de bouger, et si je n'ai pas la possibilité de désobéir un petit peu, c'est peut-être qu'on est un petit peu contraint dans une structure qui est trop fermée. En fait, c'est pas parce que ces libertés existent qu'il faut forcément les prendre, mais ça vous donne un indicateur, un petit peu comme les principes solides, ça vous donne un indicateur de est-ce que il y a des choses qui se passent mal dans mon entreprise. Par rapport à la liberté de désobéir et par rapport au charisme, en fait, on a certaines personnes qui sont capables de désobéir plus facilement ou qui sont capables en fait, d'embarquer plus facilement des personnes. Et quand on a du charisme, en fait, il faut forcément qu'on parle un petit peu de violence symbolique. La violence symbolique, c'est un élément central de la théorie sociale de Bourdieu. En fait, c'est une inhibition qui est autogénérée par la personne qui s'inhibe. On a des personnes qui vont forcément en fait, se réfréner autour des autres, parce qu'en fait, elles représentent un symbole, elles représentent quelque chose qui a plus de privilèges, plus de pouvoir que eux. Et du coup, en fait, ils vont considérer que leur parole, elle est moins importante que les gens qui sont autour. Donc la violence symbolique, c'est une forme d'oppression qu'on s'inflige à soi-même quand on est confronté à une icône de pouvoir. Donc par exemple, en fait, quand vous avez une réunion entre développeurs où vous êtes en train de discuter de la conception logicielle, si vous avez un lead dev ou un architecte qui va arriver, malgré lui, il va inhiber les discussions. C'est pareil en fait, quand vous êtes en train de discuter entre personnes, entre nouveaux arrivants, s'il y a une personne qui est plus ancienne dans l'entreprise, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes discussions. Vous allez potentiellement vous inhiber, vous allez vous n'allez pas forcément tenir les mêmes propos en fonction des personnes qui sont autour de vous. Et inversement, en fait, si vous avez le rôle de lead dev, d'architecte ou de personne qui a plus de connaissances, vous allez parfois être frustré parce que vous arrivez quelque part, il y a une discussion qui est en train de se construire, et malgré vous, en fait, vous cassez le flow et parfois c'est frustrant. Voilà. Cette violence symbolique, elle est intéressante de la reprendre au regard de la roue des privilèges que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'en fait, plus vous êtes privilège, plus vous êtes un symbole de pouvoir, et plus les gens autour de vous vont s'inhiber. Et vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Mais déjà, juste le savoir, ça vous permet aussi d'adapter votre comportement en fonction. Donc la violence symbolique, ça vient de ce livre d'indistinction de Pierre Bourdieu. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai pas réussi.
Du coup, j'ai essayé celui-là, qui est plus facile. En fait, c'est la même chose qui est illustrée, la distinction de Tiffaine Rivière. Donc, c'est beaucoup plus facile d'abord. En fait, c'est une histoire dans laquelle elle raconte en fait des applications de la théorie sociale de Bourdieu, donc pas uniquement de la violence symbolique. Et pour aller encore plus loin dans la vulgarisation, si vous n'avez pas le courage de prendre un livre, moi, je vous conseille cette excellente conférence de Roméo Moura sur la théorie sociale de Bourdieu, où en fait, il parle de violence symbolique, de capital social et de l'exis. Donc, c'est une partie des habitudes qu'on peut avoir et des comportements qu'on peut avoir par habitude. Et franchement, cette conférence, en fait, elle va vous donner une grille de lecture complètement différente sur les interactions sociales que vous pouvez avoir avec les personnes autour de vous. Mais maintenant qu'en fait on a une connaissance un petit peu de tous ces outils pour comprendre les relations sociales, pour comprendre un petit peu les jeux de pouvoir, en fait il y a des choses qui existent qui nous permettent aussi d'essayer de lutter. Donc je pense par exemple, il y a un truc qui s'appelle les communautés de pratique. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Moi les communautés de pratique, je les ai connues par un truc qui s'appelle le Community Canva, où en fait qui vous force en fait à écrire des choses par rapport à pourquoi est-ce que vous voulez vous retrouver, etc. Alors j'ai utilisé cet outil, c'est une référence, moi il ne me parle pas, enfin j'ai pas réussi à rentrer dedans, mais c'est un outil qu'on avait utilisé pour construire des communautés de pratique. Et du coup, moi je m'étais intéressé un petit peu à ce que c'était une communauté de pratique. Et il y a un ouvrage qui est assez intéressant, mais qui est ardu, c'est La théorie des communautés de pratique de Etienne Wenger, dans lequel il va vraiment très loin dans c'est quoi une communauté de pratique. Il y a Enfin, c'est pas facile à lire, mais il y a des choses qui sont assez intéressantes. Donc, en fait, là-dedans, en fait, il parle d'une communauté de pratique. Et il considère que c'est une forme évoluée d'organisation humaine qui est basée sur la philosophie du don. En fait, on va avoir des gens qui vont interagir ensemble et de façon complètement spontanée, ils vont essayer de favoriser la création de liens sociaux et de favoriser l'apprentissage collectif. Autour de la communauté de pratique, il y a tout ce qui est sens. Le sens, selon Wenger, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à synthétiser, parce que la pratique, ça se rapporte au sens, parce que quand en fait on va pratiquer, on va interagir avec le monde, et c'est la satisfaction de ce que le monde nous renvoie qui va construire le sens de la pratique. Et du coup, le sens n'existe pas tout seul, il n'existe pas parce qu'il y a une pratique qui existe ou parce que vous existez, mais le sens existe dans la relation que vous avez entre votre pratique et le reste du monde. Et du coup, ce processus de construction du sens, c'est ce qu'il appelle la négociation de sens, et c'est un processus. C'est un processus où il y a vraiment deux forces qui rentrent en jeu. La première force, c'est ce qu'on va appeler la participation. C'est vous êtes en train de faire une pratique, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de vivre quelque chose, et vous acquérez une expérience par rapport à ça. Donc vous avez une expérience qui vous est propre, mais elle est aussi sociale, parce que quand vous allez faire quelque chose, vos actions elles sont observables par les personnes qui sont autour de vous, et vous allez avoir une approbation ou une désapprobation sociale. Du coup, la pratique, c'est vraiment ça. On est en train de faire quelque chose, on a vraiment de l'expérience par rapport à ce qu'on est en train de faire, et ça nous permet en fait de participer en fait à notre construction de sens autour de la pratique. Mais une fois qu'on a acquis de l'expérience, en fait, il y a un autre processus qui est complètement inverse, c'est ce qu'on appelle la réification. Donc c'est un gros mot pour dire on est en train de codifier quelque chose, on est en train en fait de formaliser quelque chose. Donc là, on est en train d'essayer de décrire, d'essayer de mettre sur papier la pratique. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous ai proposé une structure pour essayer de construire des pratiques. En fait, c'est ce qu'on appelle de la réification. Le diagramme que je vous ai proposé sur le TDD, c'est une forme de réification du Test-Driven Development. Une certification, quand vous passez des certifications, c'est une manière de montrer que vous avez participé à la pratique et que vous avez accepté et figé une façon de travailler. Ce qui est intéressant en fait, dans la construction dans la tension entre ces deux forces, c'est que si vous êtes trop dans un extrême ou trop dans un autre, en fait, c'est pas sain. Faut qu'il y ait une tension créatrice entre les deux pour que la pratique elle puisse évoluer. Votre compréhension du monde et votre satisfaction, en fait, elle doit pouvoir évoluer avec le temps. Donc ça, c'est le sens, selon Wenger. Dans la communauté de pratique, il y a aussi toute la notion de communauté. Donc la communauté, c'est l'engagement mutuel, l'entreprise commune et le répertoire partagé, c'est-à-dire l'envie de faire ensemble pour l'engagement mutuel. Le processus qui va générer de l'énergie sociale par l'entreprise commune, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin, on veut faire ensemble, on a envie de faire des choses ensemble, mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et ça, c'est l'entreprise commune. Et enfin, le répertoire partagé, ça va être toutes les routines, tous les mots qu'on utilise, les outils, les histoires, les anecdotes, les symboles, les actions qu'on va faire par rapport en fait, à la pratique. La communauté de pratique, c'est un lieu d'apprentissage. L'apprentissage, c'est vraiment le moteur de la pratique. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'aspirer cette énergie par l'attention créatrice entre la participation et la vérification, parce qu'en fait, on va apprendre et on va faire évoluer notre compréhension de la pratique.
Donc les communautés de pratique, c'est vraiment un ensemble d'histoires d'apprentissage. On va se partager les apprentissages les uns des autres. Et enfin, la communauté de pratique, faut se dire qu'elle a des frontières. Les frontières et les liens entre d'autres communautés, parce que les communautés de pratique, elles ne sont pas isolées. Elles évoluent dans un monde dans lequel il y a d'autres communautés de pratique, que ce soit au sein d'une même entreprise ou même en fait, dans un secteur professionnel. Par exemple, c'est quoi la frontière entre les pratiques agiles et les pratiques du craft? C'est quoi la frontière entre les pratiques de l'agilité et les pratiques du DevOps? En fait, on a des communautés avec des frontières qui sont pas forcément bien définies. Il y a des pratiques qui se partagent en fait, entre différentes communautés qui sont différentes. C'est pareil, en fait, si on veut faire une communauté sur la qualité logicielle, est-ce qu'on s'adresse à des développeurs, à des QA, à des PO? En fait, les frontières, elles ne sont pas forcément très claires. Et faut l'accepter, parce qu'en fait, on pourra jamais avoir des frontières vraiment très définies par rapport aux pratiques. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez le modèle Spotify qui n'est pas Spotify. En fait, Spotify a proposé un modèle d'organisation de l'entreprise avec des squads, des tribes, des chapters et des guildes, où en fait le squad, c'est vraiment une équipe qui est orientée objectif métier. Une tribe, ça va englober plusieurs squads parce qu'en fait, ils vont avoir des missions complémentaires. Ils vont essayer de travailler dans un même but. Et pareil, des chapters et des guilds, en fait, c'est un regroupement de personnes qui soit ont des compétences similaires au sein du même tribe, soit en fait, ils sont intéressés par des intérêts communs sur des pratiques. En fait, tout ça, ce sont des communautés de pratiques. Une guilde, c'est le plus évident, c'est une communauté de pratiques au travers de l'entreprise. Mais le chapter, où en fait, on va partager des connaissances similaires, c'est aussi une communauté de pratiques. Une squad, c'est aussi une forme de communauté de pratique. En fait, on va se rassembler autour de servir un objectif métier, servir un client. La tribe, c'est encore plus grand, mais ça a la même idée. En fait, on n'est que des communautés de pratique qui sont entremêlées les unes avec les autres. Je mets un petit bémol sur la tribe et le squad, parce que dans la communauté de pratique, il y a cette notion de don, là où en fait, la tribe et le squad, en fait, on va être dans une institution dans laquelle on est payé pour faire le travail pour lequel on est. Donc c'est un petit peu différent. Mais ça ne nous empêche pas de voir ça comme une communauté de pratique et de voir que les pratiques qu'on fait pour donner de la valeur, pour servir du business, en fait, on va se retrouver entre personnes pour essayer d'améliorer cette façon qu'on va avoir de donner du business. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, en fait, comment est-ce qu'on fait pour changer les pratiques? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à influencer la société qui nous entoure et pour travailler sur quelque chose qui a du sens pour vous et qui vous satisfait? Et en fait, pourquoi est-ce que vous voulez changer les choses? C'est la première question qu'il faut se poser. Il y a certainement de très bonnes raisons que vous avez de vouloir changer les choses, mais pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Pourquoi est-ce que vous voulez que les développeurs et développeuses autour de vous fassent du TDD? Est-ce que c'est pour leur bien-être? Est-ce que c'est pour votre bien-être? Est-ce que c'est parce que quand on est dev, on doit faire du DDD? Est-ce que c'est parce qu'on vend un livre sur le sujet? Je crois qu'il y a des gens qui ont compris le message. Est-ce que c'est parce que j'ai une compétence sur le sujet et que je vais être reconnu parce que je suis compétent là-dessus? En fait, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous voulez changer les pratiques des personnes? Une fois que vous avez répondu à cette question, tout seul, vous pouvez commencer à discuter avec les autres. Discuter avec les autres personnes autour de vous, ça va vous permettre en fait, de commencer à faire de la métapratique dont je vous parlais au début. Vous allez prendre un petit peu de recul sur comment est-ce que vous travaillez au quotidien et réfléchir. Donc, il y a un rituel agile qui s'appelle la rétrospective où vous allez réfléchir à vos process et trouver des façons de vous améliorer. Mais vous pouvez aussi réfléchir ensemble à faire du partage de connaissances avec des instances de partage. Vous pouvez en fait parler des nouvelles normes, parler des pratiques d'entreprise. Il y a plein de façons en fait, de discuter des pratiques, potentiellement d'en apporter des nouvelles. Et il y a des ateliers qu'on peut faire sur des revues de pratiques. En fait, souvent, vous allez faire des code reviews en asynchrone, c'est la chose que je vois le plus souvent. Et dans les code reviews en asynchrone, en fait, parfois, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et vous pouvez les lister et vous retrouver avec toute l'équipe pour faire une revue des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pour essayer un petit peu de clarifier pourquoi vous n'êtes pas d'accord et comment est-ce que vous décidez de travailler ensemble. Mais avant de changer tout ça, avant de changer les pratiques, il faut réussir à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on se met d'accord. Donc de la méta-pratique. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je commence à manquer de temps. Du coup, une fois qu'on a discuté avec les personnes sur les pratiques, on va essayer de commencer par expliciter des pratiques. De quelles pratiques est-ce qu'on parle? Donc pour ça, il y a quelques outils qui existent. Donc il y a déjà un outil, je ne suis pas forcément fan de cet outil-là, mais il faut dire qu'il existe, de dire qu'on peut faire en fait une skill matrice ou une skill competencies matrice. On prend toutes les personnes et on essaie de voir leurs compétences, les pratiques, c'est quoi leur niveau de maîtrise. Moi, je trouve ça parfois assez injuste parce qu'en fait, on va pointer du doigt des personnes qui ne sont pas compétentes au vu de la société. Je trouve pas ça très sain, mais c'est un outil qui existe quand on va commencer à s'interroger à comment est-ce qu'on fait pour expliciter les pratiques.
Moi, j'ai formalisé un atelier sur la connaissance, mais ça va peut-être pas vous intéresser. Du coup, en fait, on va essayer de l'adopter pour travailler sur les pratiques. En fait, l'idée, on essaie de construire une matrice orientée pratique en répondant à la question « Qu'est-ce que vous faites et qui est important pour l'équipe ?» Vous prenez 5-10 minutes pour répondre à cette question. Ensuite, en équipe, vous explicitez chacune des idées et vous essayez d'enlever les doublons. Et ensuite, vous votez. Vous faites 2 passes de vote. Vous votez sur votre niveau d'exigence personnelle sur la pratique et votre maîtrise sur la pratique. Et une fois que vous avez ces 2 indicateurs, vous positionnez ça sur un graphe pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez un niveau d'exigence, vous avez un degré d'adoption, ça vous permet d'avoir une sorte de catalogue des pratiques. Et du coup, après, vous avez des quartans que vous pouvez en fait identifier et essayer un petit peu d'interpréter au vu de vos pratiques. Vous avez le quartan qui est en haut à gauche. En fait, vous avez une zone de divergence. Vous avez des pratiques qui sont exigées. Enfin, il y a un niveau d'exigence qui est élevé sur ces pratiques, mais par contre, en fait, c'est peu adopté dans le contexte dans lequel vous êtes en train de travailler. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une divergence? Est-ce qu'il faut sensibiliser les équipes? Est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'il y a une action à mener? Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a le niveau en haut à droite où en fait la pratique elle est exigée et en plus de ça, l'équipe a adopté la pratique. Vous êtes vraiment dans une phase d'alignement et ça, c'est chouette. Et donc c'est cool de le savoir et de s'en féliciter. Et du coup, quand vous onboardez des nouveaux arrivants, c'est plus facile de commencer par les onboarder sur les pratiques sur lesquelles vous êtes aligné. Pour dire, voilà, nous on a tendance à travailler comme ça. Nos pratiques usuelles, ce sont celles-ci. Les pratiques qu'on trouve utiles, ce sont celles-ci. Voilà, ça permet vraiment d'identifier une zone dans laquelle il y a vraiment de la plus-value à travailler. En bas à droite, il y a tout ce qu'on va être sur zone de confort. C'est des choses qui ne sont pas exigées par les personnes, par les équipes, par l'entreprise, mais par contre, il y a tout le monde qui le fait. Du coup, ça pose des questions. Est-ce que ce n'est pas du gâchis de travailler comme ça, sachant qu'il n'y a personne qui l'exige? Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il y a un standard qu'il faut qu'on mette? Est-ce qu'il faut qu'on rehausse notre niveau d'exigence? Il y a des questions à se poser. Elles ne sont peut-être pas forcément critiques, mais il y a des questions à se poser autour de la zone de confort. Et enfin, il y a toutes les pratiques qui sont superflues, en fait, qu'on a listées, mais que personne ne fait parce que soit c'est trop pénible, soit en fait, il n'y a pas de niveau d'exigence de l'entreprise. Et peut-être que c'est des pratiques dont on peut se débarrasser. En fait, on peut se vider la tête par rapport à ça. Donc une fois en fait, qu'on a listé ces pratiques, c'est une des façons de faire de l'audit de pratique, il y en a d'autres, mais du coup une fois qu'on a ça, en fait, on peut commencer à cataloguer les pratiques. Et donc pour cataloguer les pratiques, tout à l'heure moi je vous ai proposé une structure avec laquelle on peut lister dans un Confluence, un Notion, n'importe quoi, on peut commencer à documenter les pratiques. Faites attention à ne pas trop documenter parce que si vous codifiez tout, ça ne laisse pas de la place à la participation. Et du coup, si vous figez tout, c'est imbuvable en fait. Ça limite la négociation de sens, la création de nouvelles pratiques, la remise en question. Donc, codifier c'est bien, mais pas trop. Et il y a des gens qui l'ont déjà fait pour vous. Par exemple, il y a un bouquin là, qui s'appelle The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, donc qui est disponible gratuitement en ligne, où il y a des personnes qui se sont posées la question de voir c'est quoi toutes les pratiques qui nous permettent de faire du logiciel. Donc, c'est assez intéressant comme bouquin. Mais ça ne me parle pas de moi. Une fois que vous avez catalogué vos pratiques, vous pouvez chercher à les visualiser. Comment est-ce qu'on fait pour visualiser les pratiques? Est-ce que vous connaissez un petit peu le Tech Radar? Le Tech Radar, en fait, c'est quelque chose qui a été proposé par Saucework, où en fait, ils prennent les technos du marché et ils les classent selon des critères en mode est-ce que c'est des technos, des pratiques sur lesquelles il faut aller, ou au contraire, est-ce que c'est des technos dont il faut en sortir? En fait, on peut faire pareil. Et moi, c'est ce que j'avais fait sur le niveau d'adoption dans le contexte dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, donc ça, c'est pas la pratique qu'on avait à l'époque, mais c'est juste pour illustrer un petit peu le radar. On va essayer de placer graphiquement les pratiques qui sont importantes pour nous, qu'on veut adopter. Et du coup, c'est pareil, ça permet de faciliter l'onboarding des nouvelles personnes en disant, voilà, là, en fait, pour commencer, tu arrives dans un contexte d'entreprise où tu as tellement de choses, concentre-toi par les choses de centre et évite de t'intéresser aux choses qui sont trop à l'extérieur. Donc ça permet vraiment de se focus sur les choses qui sont importantes pour votre contexte. Pour suivre la propagation de vos pratiques, alors je vais vous parler d'un atelier, encore une fois, qui n'a rien à voir avec les pratiques, ça s'appelle la Quality View. Donc moi j'ai découvert ça au travers de Philippe Bourgault, qui a fait un blog sur le workshop. L'idée c'est de réussir à construire un diagramme, quelque chose comme ça. Donc par rapport à la qualité, en fait il a proposé un workshop où en fait on va essayer de définir les caractéristiques de la qualité. On va discuter ensemble pour voir comment est-ce qu'on va les formaliser, donc avec toutes les personnes. On va essayer d'organiser la taille des modules ou des équipes. On va essayer de voir c'est quoi nos capacités de testing, les capacités, etc. Et en fait, cet exercice, on peut l'appliquer complètement aux pratiques. En fait, on essaie de voir
c'est quoi les portions de code qui respectent les pratiques qu'on a décidé d'adopter ou pas, lesquelles ne les respectent pas. Est-ce qu'il y a des équipes qui respectent les pratiques, est-ce qu'il y en a qui ne respectent pas? Comment est-ce qu'on fait pour faciliter le flux de la connaissance? Et en fait, on peut faire tout ça sur un diagramme, et avec des symboles, des couleurs, des flèches. C'est beaucoup plus facile de voir comment est-ce que nos pratiques elles se propagent dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur nos pratiques? Je ne sais pas s'il y a des gens qui font un petit peu de randonnée. Je vais prendre un exemple de la randonnée. En fait, c'est cool de marcher dans la nature, de réfléchir, de ne pas se poser de questions. En fait, dans la randonnée, on peut avoir plusieurs façons d'aborder cette pratique. En fait, on peut suivre le chemin balisé. Il y a des itinéraires. En fait, on prend la carte, on suit et on ne se pose pas de questions. On arrive au bout du chemin, c'est trop bien. Ensuite, en fait, on a un niveau un petit peu plus élevé où on va prendre des variantes. Il y a l'itinéraire sur la carte, mais on se dit, bah, tiens, en fait, si je prends ce chemin-là, j'ai un point de vue qui est plus intéressant. Ou si je prends ce chemin-là, bah, physiquement, ça va être plus intéressant pour moi. Et du coup, on va prendre des variantes d'itinéraire. Ces variantes d'itinéraire, en fait, elles vont nous apporter quelque chose de plus que uniquement le point de vue final de la randonnée qu'on a pris à la base. Et enfin, on peut aller encore plus loin dans la randonnée. En fait, si on a un point de vue qu'on veut aller, auquel on veut accéder, bah, on n'est pas obligé de marcher jusqu'à ce point de vue. On peut très bien prendre son vélo. On peut créer notre itinéraire en fait, pour aller à l'endroit qui nous intéresse. Et du coup, bah, cette progression dans notre compréhension de la randonnée et des chemins des itinéraires, eh ben, en fait, ça se transcrit complètement au niveau des pratiques parce qu'on appelle le chouari. Hop là, je suis allé dans le mauvais sens. Dans le chouari. Donc le chouari, en fait, c'est 3 étapes de compréhension d'une pratique. En fait, on va avoir le chou, où on va suivre la pratique. On suit strictement le process en essayant de ne pas trop se poser de questions pour intégrer de façon répétitive la pratique. Donc attention à ne pas tomber dans le cas occulte quand on fait du chou, mais parfois c'est une étape qui est nécessaire. Ensuite, le ha, on va se détacher, on va essayer de comprendre les principes qui sous-entendent à la pratique, et on va essayer de s'approfondir pour comprendre plus profondément la pratique. Par exemple, sur la randonnée, si mon objectif c'est de trouver un point de vue super chouette, eh ben, je vais adapter mon itinéraire pour aller trouver des points de vue qui sont beaucoup plus chouettes. Si mon objectif c'est de faire de l'activité physique, eh ben, je vais peut-être prendre des chemins qui me demandent un petit peu plus d'effort. Et enfin, le RI, c'est transcender. En fait, on n'a plus besoin de réfléchir aux règles, on n'a plus besoin des itinéraires. En fait, on sait exactement ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on va le faire. Donc c'est cet outil, le chouari, ça vous permet individuellement de vous positionner sur les pratiques que vous faites au quotidien. Et quand vous voulez aller plus loin, en fait, il y a un bouquin qui est hyper chouette qui s'appelle Tiny Experiments. Donc c'est un bouquin qui est apparu en mars. En fait, l'autrice est une neuroscientifique. Elle s'est posé la question sur comment est-ce qu'on fait pour apprendre, comment est-ce qu'on fait pour mieux apprendre. Et du coup, dans son bouquin, elle a proposé 3 choses. Enfin, elle peut proposer plus que ça, mais en fait, il y a 3 choses dont je vais vous parler. Elle nous dit qu'aujourd'hui, on vit dans une société avec des objectifs linéaires. Et ces objectifs linéaires, en fait, c'est un succès limité parce que notre monde n'est pas linéaire. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la randonnée. Si on veut aller quelque part en marchant, eh ben, est-ce qu'on est en train de chercher de l'effort physique? Est-ce qu'on est en train de chercher un point de vue? Enfin voilà, en fait, on a plusieurs façons de définir le succès et ce n'est pas forcément un objectif, un succès. Elle propose des façons d'expérimenter, de changer son état d'esprit. En fait, développer un état d'esprit expérimental, c'est quand on est en train d'avoir des doutes sur quelque chose, quand on est en train de travailler entre la participation et la vérification, on a des doutes. Transformer ces doutes en curiosité. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous avez des doutes. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas vraiment dans ce que vous faites. Votre vie, en fait, c'est un lab géant. Et en fait, pour expérimenter, elle propose un petit framework qui s'appelle le PACT, donc pour Purposeful, Actionable, Continuous and Trackable. Donc en gros, c'est donnez-vous un but précis sur un instant donné. Il faut qu'il soit actionnable par vous-même, faites-le en continu et surtout traquez-le. C'est pas forcément avoir mesuré des retombées que ça a, mais mesurer est-ce que vous faites ou pas. Donc c'est vraiment un framework de micro-expérience qui prend cette forme-là. Je veux faire une action pour une durée. Donc par exemple, je veux faire une action, je veux lire un article par jour pendant 10 jours, je veux écrire un article par semaine pendant 6 semaines. Du coup, en bref, ce qui est important, c'est que le comment vous faites les choses, ça a autant de valeur que le quoi. Quand on parle de valeur dans l'agilité, etc., posez-vous la question de est-ce qu'il y a de la valeur, est-ce que c'est ce que je fais ou est-ce que c'est comment je le fais? Les pratiques, elles évoluent, les personnes également, et le changement est inévitable. La best pratique d'aujourd'hui, c'est la mauvaise pratique de demain. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est assez intéressant, c'est « embrace change ». Appropriez-vous le changement, soyez acteur du changement. Allez à l'avant du changement. Donc il y a des choses en fait qui ne vous attendront pas, comme l'IA générative. Je ne dis pas aller dans l'IA, mais ça fait partie des changements sur lesquels on n'a pas le choix. Et enfin, expliciter les choses pour en discuter. Une bonne pratique, c'est codifier un comportement commun et qui répond aux attentes sociales.
sur la participation et vérification. Je reprends rapidement cette roue des privilèges, en fait, pour vous dire que vos pratiques valent les miennes. Si on doit travailler ensemble, en fait, il faut qu'on puisse travailler sur un pied d'égalité, discuter ensemble. Prenez connaissance de la hiérarchie de la violence symbolique pour discuter avec les personnes. J'ai à apprendre de vous. Là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, en fait, il y a des ateliers, il y a des idées. Testez et revenez me voir avec vos conclusions parce que c'est hyper intéressant pour moi. Et du coup, je vais vous laisser un dernier message. Ça, c'est le vrai pouvoir des bonnes pratiques, c'est que votre comportement impacte votre entourage. Voilà, merci. Et il est 0, j'ai pas de temps pour les questions. Si vous voulez, on peut se voir là-bas.